Je vais juste revenir un petit peu sur l'économie politique. Parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut l'appeler l'économie normative. C'est-à-dire que je me mets du point de vue, je prends une fonction de bien-être social, je la rends maximale, ou je regarde un petit peu ce qu'est l'optimum du point de vue collectif, avec des objectifs que je ne discute pas vraiment. Et évidemment, une des questions, c'est que, et sur laquelle je reviendrai, c'est que les résultats, je ne parle pas des résultats qualitatifs, qui eux sont relativement indépendants du choix des fonctions de bien-être collective auxquelles on procède, mais des résultats quantitatifs, concrets, qui sont extrêmement sensibles, qui sont sensibles, et une des questions qu'on voudrait comprendre, c'est jusqu'à quel point, aux sentiments qu'ont les gens sur la redistribution. Et donc j'ai décidé juste là, c'est un peu j'ai fait quelques calculs pour illustrer un petit peu cette conflictualité politique qui est sous-jacente. Et si bien sûr le choix du fonctionnement collectif, c'est une manière d'arbitrer entre les agents, entre les citoyens. C'est une manière exogène. Donc vous êtes dans la parabole d'un gouvernement qui est soit derrière le voile de l'ignorance et qui décide du système fiscal derrière le voile de l'ignorance. C'est pas très crédible de décider du système fiscal derrière le voile de l'ignorance. On peut décider derrière le voile de l'ignorance, la logique rawlsienne fait que la conception des institutions, qui sont de durée longue, peut être pensée comme étant faite derrière le voile de l'ignorance. Je pense que ça a un sens. La détermination du système fiscal, c'est plus difficile de dire que ça doit résulter de considérations qui seraient faites derrière le voile de l'ignorance, puisque c'est des choses qui sont courtes, qui sont contingentes aux sociétés dans lesquelles on se trouve. Donc je crois qu'avoir un système d'impôt sur le revenu, on peut sans doute en décider derrière le voile de l'ignorance. Trouver son taux et ses marges, c'est pas très crédible de dire qu'on doit se placer derrière le voile de l'ignorance, sauf à penser comme Bentham, je l'avais dit l'an dernier, que le système démocratique conduisait à des décisions qui étaient identiques à ce qu'elles auraient été derrière le voile de l'ignorance, chose relativement improbable et tout à fait contraire à ce que pensait Condorcet, par exemple. Alors là, on va prendre simplement le modèle très simple d'impôt sur le revenu linéaire. Donc vous avez l'allocation universelle, vous avez un taux de fiscalité sur le revenu petit t. Et je fais l'hypothèse que dans cette société, il y a M. Alors ce sont des travailleurs ou des citoyens, j'en mets un nombre fini, ou M classes identiques, si vous préférez, pour éviter qu'il y en ait qui soient que l'un soit trop important par rapport au groupe, mais peu importe, et qu'ils ont comme fonction d'utilité, je les mets dans ce monde et je les fais réagir à ce barème fiscal. Et ils ont comme fonction d'utilité C moins L2, c'est-à-dire leur utilité, c'est l'utilité de la consommation, moins une des utilités de L au carré, donc c'est une fonction d'utilité qui a des propriétés tout à fait standards. Et L au carré, bien, c'est grand L le travail efficace qu'ils fournissent, divisé par θ leur productivité. Donc j'ai et maintenant, une unité de travail efficace me permet de produire une unité de bien de consommation autant que je veux. Je suis donc dans le cadre standard et je ne me... Alors, ce que je peux faire avec ça, alors j'ai aussi, vous voyez, j'ai une élasticité de l'offre de travail qui est égale à 1, qui est une valeur assez élevée malgré tout. Mais dans ce monde, j'ai donc décrit le barème d'impôt sur le revenu, j'ai décrit les préférences des agents, je peux décrire en quelque sorte le jeu politique qui s'y tient, puisque pour chaque valeur de petit t, je peux calculer ce qui va se passer, et donc je peux calculer l'utilité qu'aura chacun des agents. Donc c'est ce que j'ai fait dans le petit exercice qui est là. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais comme j'ai vérifié 2-3 fois, je crois que c'est juste, et que par ailleurs les résultats sont plausibles. Donc je calcule, vous voyez bien, je calcule d'abord l'offre de travail efficace d'un agent de caractéristique θ. Je calcule le revenu qu'il obtient compte tenu du taux de fiscalité. Je calcule donc son utilité, qui est égale à l'utilité du revenu moins le coût du travail. Et qu'est-ce que je vois ? Bien, je vois que c'est une expression qui est en T, qui est en fait du second degré en T. Donc c'est quelque chose en fait qui est en T
donc son utilité est une fonction du second degré de t, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une valeur de t pour laquelle son utilité est maximale. Hein, en dessous de cette valeur, son utilité s'accroît, et en dessus, elle décroît. Donc les préférences sont unimodales. C'est-à-dire dans cette société, chacun a un taux de préférence, un taux de taxation qui est optimal pour lui, qui est optimal de son point de vue. Alors, le point de vue, ça dépend qui vous êtes. Évidemment, si vous êtes du côté des bas revenus, des agents de basse productivité ici, votre taux préféré sera plus élevé que si vous êtes du côté des hauts revenus. En fait, il se trouve dans ce modèle qu'à partir d'un certain niveau de productivité, les gens voudraient un taux de taxation nul. Mais évidemment, une taxation nulle, ce n'est pas autorisé, mais les préférences restent fondamentalement, enfin, essentiellement unimodales malgré tout. Mais dans cette société, avec des préférences unimodales, on a une théorie politique assez plausible, en tout cas la théorie standard, qui dit que ce qui va se passer est ce qui est le choix le meilleur de l'électeur médian. Alors l'électeur médian, à nouveau, comme on l'avait vu l'an dernier, ce n'est pas un dictateur. L'électeur médian, c'est quelqu'un qui est endogènement médian. Hein. C'est celui dont la productivité est à la médiane des productivités. Alors la médiane est en général, dans le genre de distribution qu'on juge plausible, la médiane est en dessous de la moyenne, etc. Et donc si je fais l'exercice avec des valeurs que j'ai trouvées plausibles, enfin particulièrement simples pour la relation entre la médiane et la moyenne, hein, je trouve que le taux de l'électeur médian, à nouveau sous une hypothèse qui est raisonnable mais que je ne vais pas détailler, hein, c'est de 1 tiers. Son taux de taxation est 1 tiers. Alors le taux dans ce modèle, avec E égale 1, je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, mais je l'avais montré la fois dernière, là, le taux rawlsien, c'est-à-dire celui qui rend maximale la recette fiscale dans la société, c'est 1,5. Donc vous voyez qu'entre la conception normative un peu extrême de Rawls et la conception positive que je développe ici, il y a quand même une marge assez forte. Hein. 1,5, c'est 50% de prélèvement obligatoire, si j'ose dire, encore qu'il faut être très, très prudent dans l'évocation de ces notions extrêmement complexes dans ce monde extrêmement simple, alors que 1 tiers, c'est 33%. Donc c'est beaucoup dire. Donc ça veut dire que ça illustre en tout cas le fait que dans cette société, il y a des désaccords assez sensibles sur le bon taux de fiscalité. Je crois qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on pense à l'utilisation de ces modèles de fiscalité optimale. Parce qu'il y a évidemment un risque que lorsque les gens font des exercices grandeur nature, ils injectent des données sur le désir qui représentent leur sentiment sur leur distribution et pas nécessairement le sentiment de l'ensemble de leurs concitoyens. C'est des choses qui arrivent. Alors là, je vous donne quelques biblios, hein, et je reviens à mon propos général, hein, peut-être de revenir sur la culture du first best. Alors, le marché fait émerger le bon système de prix. Alors là, on a changé notre fusil d'épaule, c'est bien clair, mais pas complètement. La propriété d'efficacité de la production, c'est une propriété qui me dit il y a un bon système de prix. Alors, les deux ne peuvent pas être les bons systèmes de prix. Le système de prix à la production et le système de prix à la consommation, ils ne peuvent pas être tous les deux les bons systèmes. Il faut choisir. Il peut y en avoir qu'un. Et là, il y en a un, malgré tout, un des deux, c'est le système des prix à la production. À nouveau, c'est ce qu'on appelle l'efficacité productive. Alors, quel est le statut alors, de cette propriété d'efficacité productive? Alors, vous pouvez dire, c'est une curiosité théorique. En fait, c'est un amendement assez significatif à la culture du first best, mais c'est un amendement assez limité, puisqu'elle conserve l'idée que le marché fait émerger les bons prix. Simplement, les bons prix, c'est les prix qui émergent de ce qui se passe dans le secteur productif, alors supposé lui particulièrement vertueux au sens de concurrentiel, ce qui émerge du système productif, une fois les mauvais prix étant ceux qui résultent de l'intervention de l'État pour réaliser cet objectif redistributif. Mais ça va quand même dans le sens, ça reste dans la logique assez standard de la conception positive du marché qu'ont les économistes. Il y a 3 statuts de cette propriété d'efficacité productive. J'ai mis en exergue trois éléments. Le premier... Premièrement, c'est une information qui a une valeur opérationnelle.
si vous voulez faire des exercices où vous calculez la fiscalité optimale, hein, on peut le faire, on peut mettre des modèles d'équilibre général calculables, faire de la fiscalité optimale, faire des tests, etc. Le fait que vous preniez les taxes de les formules de fiscalité optimale avec comme ingrédient des valeurs sociales les prix à la production, enfin les ingrédients de ces formules, ce sont les valeurs sociales, mais qui s'identifient au prix à la production, ça va être évidemment une fonction opérationnelle. Deuxièmement, ça a une valeur opérationnelle pour le calcul économique public. Vieux débat dont je vous avais entretenu une des fois précédentes, est-ce que le calcul économique dans le secteur public devrait être différent de ce qu'il est dans le secteur privé? Je vais évoquer des avatars de ce débat au début des années 80. Est-ce qu'on devait mettre un prix pour la devise? Est-ce qu'on devrait mettre un prix pour le travail qui est inférieur au salaire pour tenir compte du chômage, etc. Donc ces questions étaient revenues sur le tapis. Elles ont redisparu aujourd'hui avec la mondialisation censée être bien heureuse. Elles peuvent réapparaître si la mondialisation n'est pas aussi bien heureuse qu'elle a l'air. Mais ces questions ont été posées. Donc la logique du calcul économique public, ici, ce que le modèle de Diamond-Merlis répond, le résultat central du modèle de Diamond-Merlis dit que le calcul économique public n'a pas de raison d'utiliser un système de prix fictif différent des prix réels, qui évidemment n'est pas un argument très fort pour le secteur public. Donc il y a identité du calcul économique privé et du calcul économique public. Alors évidemment, quand on met ça dans un contexte un peu opérationnel, on peut mettre beaucoup de bémols pour tenir compte des différentes situations et des choses comme ça. Mais surtout, je voudrais dire, cette propriété, c'est un point d'entrée dans un débat beaucoup plus fondamental. Et j'en donne des exemples, c'est-à-dire que sur par exemple, l'évaluation des bénéfices du commerce international. Parce que dans le monde qui est ici, les prix des biens sur le marché mondial, mettons que vous soyez un petit pays, le prix des biens, imaginons que vous produisiez deux types de biens. Il y a un bien que vous appelez qui est intensif en... Je suis à l'affût, oui. Un bien qui est intensif en travail non qualifié. Je raconterai cette histoire un peu mieux la fois prochaine. Et un bien qui est intensif en travail qualifié. Alors j'appelle ces biens, vous êtes un petit pays mais riche, je les appelle le textile électronique. Et vous êtes un petit pays, c'est-à-dire que le marché mondial donne un rapport des prix pour le textile et l'électronique. Alors, du point de vue de Diamond-Merlis, ce rapport des prix sera aussi le rapport des valeurs sociales. Pourquoi? Parce que le fait que je puisse commercer avec le reste du monde, c'est comme si j'avais une entreprise publique qui me permettait de transformer autant que je veux le textile en électronique au prix de marché mondiaux. Donc ce seront les valeurs sociales, ça c'est Diamond-Merlis. Est-ce que ce sont les prix? Eh bien, si la réponse est oui, donc j'ai les valeurs sociales relatives de ces deux biens. Est-ce que ça doit être les prix à l'optimum une fois que j'ai fait mes optimisations en tenant compte de l'ensemble du problème tel qu'il est ici? Si la réponse est oui, eh bien, je ne dois pas mettre de tarifs douaniers. Et si la réponse est non, ça veut dire que je dois mettre des tarifs douaniers. Et c'est la manière dans la logique, si vous êtes dans ce monde, la question de savoir si vous devez vous intégrer au commerce international ou pas est absolument identique à la question de savoir si les valeurs sociales sont égaux au prix au sens de la théorie de Diamond-Merlis. Donc on y reviendra. Alors, à nouveau, ce que je vais essayer de montrer ici et de dire peut-être un petit peu rapidement, c'est revenir sur cette propriété et puis de voir dans tous les modèles qu'on a, la panoplie de modèles que l'on a examinés, quand est-ce que la réponse à cette question est oui, quand est-ce qu'elle est non. C'est un bon exercice. Ce n'est pas un exercice tout à fait facile, hein. Donc la question c'est quand est-il vrai que le bon système de prix, au sens du système de prix qui doit servir de guide au calcul économique, j'ai dit c'est le système de prix qui définit les valeurs sociales, qui définit les valeurs relatives sociales des biens. Alors c'est vrai, alors je vais vous dire où c'est vrai dans Diamond-Merlis général, j'ai dit c'est la propriété d'efficacité de la production, je ne vais pas me contredire, hein. C'est vrai dans DM1, Diamond-Merlis c'est un modèle de fiscalité linéaire, c'est vrai dans DM3, Diamond-Merlis 3, c'est-à-dire le module d'occupation.
C'est-à-dire que le système de valeurs sociales, c'est le système des prêts à la production. Les gens font leur choix d'occupation. C'est vrai dans le modèle de Mirrlees, mais dans la version simplifiée. Et c'est très lié au fait que l'ensemble de production dans Mirrlees est un plan, sans l'hypothèse d'homogénéité, sans l'hypothèse d'hétérogénéité unidimensionnelle. Dans un modèle plus complexe, ça pourrait ne pas être vrai. C'est du moins ma conjecture. S'il y a des non-linéarités, et si l'ensemble de production globale n'est pas un hyperplan, alors la propriété de l'efficacité de la production peut être mise en échec. La propriété de la production, elle est liée au fait qu'une fois que grosso modo, le planificateur ou le gouvernement peut déconnecter ce qu'il fait dans le secteur productif et dans le secteur de la consommation. Il choisit les prix dans le secteur de la consommation. Ayant fait ça, ça ne l'empêche absolument pas de choisir les prix dans le secteur de la production. Il a la liberté. Ils sont déconnectés. Alors c'est vrai dans un Mirrlees par hypothèse. Ça semble donc la propriété est vraie dans Mirrlees, mais je conjecture qu'elle n'est pas générale. Alors elle est vraie évidemment dans Diamond Mirrlees étendu simplifié ou dans Mirrlees étendu, puisque en ce moment-là on est dans Mirrlees plus, il n'y a pas les prix à la consommation pour les biens sont égaux au prix à la production, sauf pour le travail bien entendu. Donc elle est vraie. Et elle est vraie dans Diamond Mirrlees étendu, avec un impôt sur le revenu non linéaire, une catégorie de travail et des connexions complètes de P et Pi. Alors, de toute façon, l'hypothèse, la conclusion est vraie. Faisons l'hypothèse qu'on est dans le monde de Diamond Mirrlees, avec des prix, des P, fiscalité linéaire, etc. La propriété d'efficacité de la production est vraie si on peut déconnecter autant qu'on veut le système de prêt à la production et le système de prêt à la consommation. C'est-à-dire qu'elle est vraie objectivement si on peut avoir une fiscalité différenciée pour l'ensemble des biens. Vous voyez bien que c'est une mécanique extrêmement compliquée. C'est-à-dire que, étant donné deux biens, je n'ai pas des classes de biens auxquelles que je taxe de la même façon, je taxe de façon différentielle entièrement tous les biens. Si vous sortez de cette hypothèse, c'est-à-dire si vous dites qu'il y a des classes de biens que l'on doit lier, qui auront le même taux de taxe, la propriété est formellement fausse. C'est-à-dire que les prêts à la production ne sont pas les valeurs sociales des biens. C'est-à-dire qu'il y a des arguments pour un planificateur très intelligent qui utiliserait son ensemble de production publique pour utiliser un autre système de prix que le système des valeurs sociales. Par exemple, pour produire plus d'un bien qui serait demandé par des agents qui vont faire de la distribution, ce qui, dans le modèle de Diamond Mirrlees, n'a pas lieu d'être parce qu'on peut baisser le prix de ce bien, mais qui, dans le monde réel, pourrait avoir lieu d'être parce que ce bien appartient à une catégorie dont le taux de taxe est fixé. Donc, en toute rigueur, la propriété, du point de vue opérationnel, n'est pas extrêmement plausible. La question est que la distorsion entre les prix et les valeurs sociales qu'il y a, par exemple, si on met des catégories de biens dans le modèle de Diamond Mirrlees, elle est extrêmement difficile à appréhender. C'est-à-dire, du point de vue opérationnel, on fait comme si on ne savait pas, et en fait, on ne sait pas le sens des distorsions. Alors, Diamond Mirrlees, l'efficacité productive est faux dans les cas suivants, dans ce qu'on a examiné. Elle est fausse s'il y a deux catégories de travail non parfaitement substituables. Pourquoi ? Par exemple, si j'ai deux catégories de travail qui sont taxées au même taux, c'est-à-dire je prends Diamond Mirrlees 1, mais cette fois, j'enlève la propriété que ces biens sont complètement substituables. Mais je les mets imparfaitement substituables. C'est-à-dire je suis dans Diamond Mirrlees 2, à ce moment-là, où je taxe au même taux le travail qualifié et le travail non qualifié, que je taxais à des taux différents. Eh bien, dans ce monde, il est faux que les prix à la production sont les valeurs sociales des biens. C'est faux également dans Mirrlees étendu. Je vais vous le montrer ici. Je vais vous le montrer ici. Je vais vous donner l'idée parce que l'idée est une idée intéressante pour l'intuition. Je mets donc dans le monde dans lequel j'ai deux catégories de travail, les qualifiés et les non qualifiés. Et puis, alors dans la première... Donc,
W1, c'est ce qu'obtient un non qualifié lorsqu'il travaille à plein temps. Enfin, pour les non qualifiés, je vais le faire travailler à plein temps ici. Et W2, c'est ce qu'obtient un qualifié lorsqu'il travaille à plein temps. Hein. Et mon système fiscal est tel que, bien, on a C de 0 si on ne travaille pas, c'est un secteur informel, C de 1 si on a ce revenu avant impôt d'oméga 1, et C de 2 si on a un revenu impôt qui est là. Alors, là, je vais regarder un problème de marge intensive. Tout à l'heure, j'avais dit, entre 1 et 2, ils ne peuvent pas sauter. Là, je vais dire, il y a un problème de marge intensive, c'est-à-dire que l'agent qui a la productivité W2 peut décider de travailler W1 sur W2 heures, peut travailler seulement W1 sur W2 heures pour obtenir W1. Donc il peut travailler ou mettre un effort relativement faible pour obtenir W1. Et donc c'est cette possibilité, qui est liée à la marge intensive, est visualisée par le fait que lorsque je mets en place cet impôt, eh bien, monsieur 2, les agents de qualifié 2, sont juste indifférents entre travailler à plein temps dans leur qualification ou travailler à temps partiel dans leur qualification et gagner le revenu de monsieur 1. C'est la marge intensive. Alors, si je suis dans un modèle où W1 et W2 ne sont pas variables, c'est-à-dire ce sont des données exogènes, je ne peux pas, c'est les productivités de ces agents en travail efficace, il n'y a aucune substituabilité possible. Ben, ça n'a pas tellement d'implication, je ne peux pas bouger W1 et W2 lorsque je définis mon impôt sur le revenu, ce sont des données technologiques d'une certaine manière. Par contre, dans le cas où il y a substitution possible entre le travail qualifié et le travail non qualifié, alors vous voyez que accroître W1 a un effet qui est bon du point de vue de l'incitation, enfin qui est du point de vue de l'incitation vu par un planificateur qui a des objectifs redistributifs. Pourquoi? Parce que si j'augmente W1 toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans bouger C de 1, ça rend plus difficile. Il faut que monsieur 2, qui veut se faire passer pour monsieur 1, c'est-à-dire qui veut obtenir le revenu de monsieur 1, il faut qu'il travaille plus longtemps pour obtenir W1 qu'avant, puisque son W1 a augmenté. Donc pour avoir le même revenu W1, mais il faut qu'il travaille plus longtemps qu'avant. Donc ça le dissuade. Donc il y a un effet accroître W1 relâche la contrainte d'incitation et rend la redistribution plus efficace. Donc c'est quelque chose où il y a cette séparation entre ce qui se passe dans le secteur de la production et le secteur de la consommation disparaît. Et dans ce modèle, donc en fait, le rapport des valeurs sociales du salaire, du travail qualifié sur le travail non qualifié est plus petit que le rapport des salaires. C'est-à-dire que le salaire fictif, il y a un salaire fictif qui est différent du salaire réel dans le secteur de la production et qui est plus petit que le salaire réel. C'est-à-dire que la raison est la suivante, si il arrive dans cette économie une unité de travail supplémentaire, elle va se traduire par le fait que W1 va baisser du côté de la production, c'est clair. Et W1 baissant, ça va rendre plus difficile la contrainte, ça va faire tomber la contrainte d'incitation. Donc ça va avoir ce travail supplémentaire qui est disponible, alors qui a de l'intérêt puisqu'il permet de produire des biens, mais il a moins d'intérêt qu'il n'en a l'air puisqu'il fait tomber le salaire. C'est-à-dire que une unité supplémentaire de 1 vaut socialement moins que W1, et ça implique que vous auriez intérêt, on y reviendra tout à l'heure, à faire des subventions à l'exportation pour un secteur qui serait intensif dans ce travail non qualifié. Parce que ça va vous permettre d'augmenter le salaire dans le travail non qualifié. Du côté de la production, alors du côté de la consommation, vous avez toujours les mêmes degrés de liberté. Mais dans ce monde, avec cette marge intensive, il y a un argument pour ne pas accepter comme rapport des valeurs sociales le rapport des prix des biens existants sur le marché mondial. J'y reviendrai tout à l'heure, j'y reviendrai l'année prochaine. Voilà. Alors, on a bien réfléchi un peu tout ça. Hein. Alors, c'est pas des problèmes extraordinairement faciles parce que
c'est des domaines sur lesquels il est difficile de se bâtir une intuition. Hein. C'est aussi des domaines sur lesquels la théorie économique, après avoir avancé pas mal il y a une vingtaine d'années, est restée absolument immobile et s'est tournée vers d'autres problèmes plus concrets d'une certaine manière. Et c'est un peu là-dessus que je bascule la fois prochaine. Maintenant, j'ai une troisième volet de ma culture du first best, c'est l'inutilité des contraintes quantitatives. Alors, cette règle, c'est une règle qui me dit les agents doivent être autorisés à commercer autant qu'ils le veulent. Ce n'est pas la peine de les empêcher, ce n'est pas la peine de les rationner, ce n'est pas la peine de les forcer à consommer. Par exemple, rationnement, c'est le rationnement. Forcer à consommer, c'est des mécanismes de type gratuité. Hein. Et quels sont les deux ingrédients qu'il y a dans ce raisonnement ou dans cette conclusion? Les deux ingrédients sont deux ingrédients de first best, typiquement. Premier ingrédient, ce qui est moins cher pour un agent et le moins cher pour la collectivité. C'est-à-dire qu'en utilisant le système de prix de marché, qui sont les bons prix, l'agent fait des choix qui sont pour lui les moins chers possibles compte tenu de ses objectifs, mais qui sont également les moins chers possibles du point de vue de la collectivité. Ça, c'est le premier ingrédient, naturellement. Deuxième ingrédient, mais vous allez me dire, mais bien sûr, mais ça, je veux bien, il fait les choix qu'il veut, mais moi, je voudrais essayer de l'avantager. Je vais lui donner du bien gratuitement pour lui donner du revenu, et je comprends bien que c'est pas ça a un coût, mais malgré tout, je trouve que c'est bien. Là vient deuxième ingrédient, c'est que la redistribution monétaire domine tout autre type de redistribution. Dans le modèle de first best, si vous redonnez quelque chose à l'agent, la meilleure manière de lui donner, c'est par des transferts forfaitaires. C'est par des transferts forfaitaires parce qu'il utilisera ce transfert forfaitaire pour faire ce qui est au mieux pour lui. Et ce qui est au mieux pour lui sera au mieux pour la collectivité. Donc vous avez simplement à vous préoccuper du transfert à lui faire. Une fois qu'il y aura le transfert, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc vous n'avez pas... Ça, c'est vraiment au cœur de la culture du first best. C'était vraiment pas la culture de l'Union soviétique, par ailleurs. Alors maintenant, si on revient à Damon Murlis et si on regarde cette proposition. Alors la première chose que vous allez me dire, dans Damon Murlis, on ne peut pas rationner, il n'y a rien qui permet de rationner les agents. Il y a des prix, ils peuvent transacter autant qu'ils veulent. Au prix à la consommation, donc vous posez une question qu'on ne va pas savoir résoudre dans Damon Murlis. Alors c'est absolument vrai, dans Damon Murlis, on ne rationne pas les agents. La question qu'on peut se poser malgré tout, c'est est-ce qu'on devrait les rationner? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à l'optimum, imaginons que le planificateur devienne le bon Dieu et dise je vais prendre l'un d'entre vous et je vais l'empêcher de consommer autant d'automobiles qu'il ne le souhaite ou le forcer à consommer quelque chose. Est-ce que c'est plausible dans Damon? Est-ce que je devrais faire ça dans Damon Murlis? C'est une question un peu abstraite, mais c'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce que, comme vous le voyez, l'argumentaire antérieur tombe complètement. Il tombe complètement pour deux raisons. Pourquoi? Les prix à la consommation ne sont pas les bons prix. Mon premier argument, c'est l'agent fait au mieux compte tenu des prix auxquels il est cédé. Et ça, c'est ce qui est le moins coûteux pour lui est le moins coûteux pour les collectivités. Ça, c'est faux. Ce qui est moins coûteux pour lui n'est plus le moins coûteux pour les collectivités, puisqu'il est confronté au prix à la consommation et non pas au prix à la production. Puis, deuxième partie de l'argumentaire, si je veux l'aider, je fais des transferts forfaitaires. Ça, c'est faux, je n'ai pas de transfert forfaitaire, je n'ai aucun moyen de faire ça. Alors, vous allez me dire, il y a quand même une autre version de l'argument. Pour l'aider, j'ai d'autres instruments que j'ai utilisés. Donc la question que je vais me poser, alors cette fois uniquement dans le modèle Damon Murlis, y a-t-il des arguments pour forcer la consommation ou réduire la consommation spontanée de certains biens, c'est-à-dire qu'à l'équilibre, s'il y a des gens qui consomment trop de certains biens et pas assez d'autres biens? La présomption, oui, puisque j'ai aucune des hypothèses sur lesquelles reposait mon argument précédent n'est juste. Et la réponse intuitive, oui, c'est ce qu'on va voir. La réponse intuitive, je vous la donne d'abord et je vais vous la démontrer après, mais la réponse, c'est que oui, il y aurait un gain social. Alors je ne dis pas que c'est possible, à nouveau, mais c'est des questions qui sont derrière le problème du salaire minimum qu'on verra la prochaine fois. Donc c'est pour ça que je les aborde ici. Il y a un gain social à
rationner à la marge les biens subventionnés et à forcer la consommation des biens fortement taxés. C'est ça l'intuition que je vais essayer de vous démontrer. C'est-à-dire, si un bien est subventionné, les agents en consomment trop, au sens, ils en consomment plus que ce que le planificateur omnipotent ou Dieu leur donnerait, qui connaît les vrais prix, leur donnerait. Donc, il y a intérêt à les rationner. Et de même, quand les biens sont fortement taxés, eh bien, les gens ne consomment pas assez compte tenu du coût social qu'il y a à les consommer. Naturellement, on les a taxés pour d'autres raisons qui sont bonnes, mais on a fait un équilibre entre eux. Alors maintenant, ça c'est l'idée intuitive. Alors l'idée intuitive, je vais vous esquisser l'argument, qui est assez simple d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Je mets un équilibre de Diamond-Morley, et puis je prends le bien K, c'est un des biens, qui est consommé par Monsieur H. Je me dis, est-ce qu'il y aurait un intérêt social, admettons que je puisse forcer Monsieur H à consommer une unité de plus de bien K? Est-ce que je devrais le faire? La première chose, c'est que en faisant ça, ça n'a que des effets. Alors, je reviens toujours sur l'idée du premier ordre ou du second ordre. Le premier ordre, vous faites un petit changement, DE. Premier ordre, c'est comme DE. Donc, c'est linéairement par rapport au petit changement que vous faites. Le deuxième ordre, c'est comme le carré de DE. Donc, c'est très, très petit par rapport au premier ordre. Donc, au premier ordre, non, si vous êtes à votre optimum, puis je vous force à forcer une unité de plus d'un des biens, ça n'a que des effets. Vous êtes moins content, mais théorème de l'enveloppe, c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas beaucoup moins content. Vous êtes moins content que infinitésimalement avec un degré d'infinitésimal qui est plus petit. Infinitésimalement plus infinitésimal. Bon, d'accord. Donc ça l'effet d'un tas. Donc, en fait, ça revient tout à fait. Une autre manière de faire ça, c'est que si je suis capable pour ce bien-là de lui donner un prix inférieur, de telle sorte qu'il consomme ce que je lui donne, en reprenant en cadeau ce que je lui ai donné, pour qu'il n'y ait pas d'effet revenu, puisque ça n'a pas d'effet sur son bien-être, c'est exactement la même chose. Mais ça, qu'est-ce que c'est donner un prix inférieur en reprenant en cadeau le prix en revenu? Qu'est-ce que ça fait pour l'agent? Bien, ça modifie sa demande d'une façon que je connais, ou du moins que les symboles dont je dispose de la théorie de la consommation me permettent d'écrire. Ça modifie sa demande dans le sens de DDC de H sur dπk, où ça c'est le vecteur de demande compensée, vecteur pour l'ensemble des biens, le vecteur de demande compensée, c'est-à-dire à utilité donnée, de Monsieur H par rapport au prix du bien K, c'est-à-dire de combien change la demande compensée de l'ensemble des biens que je consomme lorsque je modifie le prix du bien K. Et le raisonnement que j'ai dit, que j'ai fait, montre que c'est ça, que ça aura l'effet sur. Donc ça aura l'effet évidemment pas uniquement sur sa consommation de ce bien, mais sur la consommation de tous les autres biens. Et donc là, sa variation du vecteur de consommation, ce sera ça. Eh bien, quel sera le coût pour la société de ça? Ce sera simplement ρ. Ρ est le vecteur des valeurs sociales qui me permet de mesurer les valeurs sociales des biens ou les coûts sociaux des biens pour la société, multiplié par ce vecteur. Donc c'est un nombre, d'ailleurs c'est la même chose que moins t, où t cette fois... c'est la différence entre ρ et pi. Donc c'est les taxes, mais les taxes fictives éventuellement. Dans le modèle de Diamond-Morley, c'est les taxes réelles. ρ, c'était p. Donc dans le modèle de Diamond-Morley, c'est simplement moins t dc sur dπk. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si vous revenez à la formule de taxation de Ramsey à plusieurs périodes, vous voyez que c'est à peu près ce qu'il y a dans le second membre de Ramsey. Sauf que ce qui est dans le second membre de la formule de Ramsey, c'est pas ddc sur dπk ou dm sur dπk. C'est dm sur dπk, mais c'est la variation de la demande compensée, non pas de l'agent que je considère ici, que je soumets à ceci, mais de l'ensemble des agents. Mais on peut supposer qu'il est assez plausible que le signe de cette expression est le même pour l'ensemble des agents. C'est ce qui arrive dans beaucoup des modèles qu'on a ici, etc. Donc en fait, ce que dit cette conclusion, ce qu'il faut regarder, tout est lié à l'indice de découragement individuel. C'est-à-dire que les biens qui sont, et ça m'amène à la fin. L'intuition économique générale, c'est qu'un agent consomme trop de biens qui est encouragé par le système fiscal,
et pas assez de biens qui est découragé par le système fiscal. Donc, dans les cas les plus simples, où j'aurais des fonctions d'utilité complètement séparables, un numéraire, etc., les biens taxés sont pas assez consommés, et les biens subventionnés sont trop consommés. Alors, est-ce que ceci, c'est un résultat intéressant ? C'est pas clair. Intellectuellement, c'est évidemment intéressant, mais est-ce que c'est intéressant ? Ça dépend. Si notre modélisation a épuisé tout ce qu'on pouvait faire en termes de redistribution, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire d'autre que ce qui est dans le modèle Diamond-Morley, on a ce système, etc. On sait ça, mais on ne peut rien en faire. Vous voyez bien aussi que s'il y a des non-linéarités, alors s'il y a des linéarités, malgré tout, ce résultat nous fait penser qu'une introduction de certaines non-linéarités pourrait être bonne. Donc c'est un argument pour changer la modélisation ex post, d'une certaine manière. Maintenant, quand il y a des non-linéarités, lorsque vous avez un impôt sur le revenu, où il y a des non-linéarités compliquées, vous voyez bien qu'il bloque un peu toutes les possibilités d'ajustement quantitatif allant au-delà de ce qui est choisi par les agents. En fait, ce que peut suggérer ce résultat, c'est de réfléchir à des choses auxquelles on n'avait pas pensé lorsqu'on a commencé à modéliser, par exemple à jouer sur les heures supplémentaires. Si vous trouvez que les gens ne fournissent pas assez de travail, peut-être qu'une manière de jouer, mais il faut reprendre évidemment l'ensemble du problème, de jouer sur le mécanisme de salaire minimum comme mécanisme de rationnement de l'offre de travail, et de réfléchir sur des choses comme la gratuité, etc. Donc, je vous donne ce résultat. Donc, si j'applique ce résultat au modèle que je connais, le retour d'Diamond-Morley, c'est des prescriptions individuelles. La taxe dont je parle, c'est les taxes personnalisées. Mais le fait qu'un bien soit taxé pour une personne ou taxé pour la collectivité au sens de mes indices est en général complètement corrélé. Donc il faut rationner les biens subventionnés au sens de l'indice de découragement, consommation forcée à la marge pour les biens taxés au sens ci-dessus. Alors, si je reviens dans DM1, le modèle de l'impôt sur le revenu linéaire, le modèle du revenu minimum, de l'allocation universelle plus taux plat. Mais dans ce modèle, près de l'optimum, il faudrait effectivement forcer les gens à travailler. Les gens ne travaillent pas assez socialement. Ce n'est pas surprenant, mais c'est vrai, sauf hypothèse particulière. Ça peut nous reposer la question, mais qui pose évidemment d'autres problèmes, de l'observabilité, de la question des heures supplémentaires, par exemple, enrichir le modèle par là. Dans Morley, toutes les possibilités de contrôle sont épuisées, il n'y a pas d'argument pour le rationner, il n'y a pas d'argument dans le modèle M, que j'ai appelé M, il n'y a pas d'argument pour un salaire minimum, pour un RR standard. Alors, dans DM2, où il y a deux catégories de travail, celui que j'ai ramené à propos de l'Earned Income Tax Credit, du crédit de taxe pour les working poor, le travail non qualifié est subventionné, c'est ce que j'avais dit dans la version très simple de ce modèle. Il devrait être rationné. Et d'une certaine manière, ce qu'on verra la fois prochaine, c'est le salaire minimum fait ça d'une certaine manière. C'est-à-dire le salaire minimum introduit quelque chose qui n'était pas dans notre modélisation initiale, parce qu'il repose sur l'intervention décentralisée des gens qui contrôlent l'embauche, d'une certaine manière, et qui permet de faire ça jusqu'à un certain point. Donc les arguments pour le salaire minimum sont assez liés les arguments, ceux que je développerai, sont assez liés à ça. Bon, alors je vais terminer par des choses dans lesquelles il y aura seulement des dessins, il n'y aura pas de formule. Et je reviens sur le troisième point. Plus on est de fous, plus on rit. Donc on a fait un peu le tour de cette culture du first best. Les distorsions sont coûteuses, oui, mais elles ont des avantages. Mais il est difficile de construire une culture alternative qui soit très robuste. La seule chose qu'on fait, on fait un peu par tâtonnement, on arrive à comprendre un certain nombre de choses, mais on a du mal. Deuxièmement, le marché fait émerger le bon système de prix. Là aussi, le système de prix qui émerge du marché reste une référence, mais il y a des cas où il n'est pas le bon système de prix, il y a des cas où il est le bon système de prix, et on a bien du mal à comprendre ce qui est dans une catégorie et ce qui est dans l'autre. Troisièmement,
les contraintes quantitatives sont inutiles. Ce n'est pas vrai. Dans ce monde de seconde baisse, même très simple, même très simplifié, les contraintes quantitatives peuvent être utiles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réellement utilisables, il faut regarder au cas par cas, mais on doit garder ça à l'esprit. Dans notre culture théorique, ça doit rester présent. Dernier point, plus on est de fous, plus on rit, plus on rit, plus il y a des avantages dus à la taille. Alors là, on peut l'aborder, alors j'y reviendrai la fois prochaine, par l'idée du commerce international. J'avais déjà évoqué ce problème du commerce international, de la redistribution des gains à l'échange. Là, on le reprendra avec les lunettes qu'on a aujourd'hui. Et là, je voudrais prendre quelque chose qui sort des modèles qu'on a utilisés et qui réintroduit par contre la logique du bien collectif. Et ce qui se passe est donc pas lié à mes difficultés 1, 2, 3, mais est lié vraiment à quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui va illustrer le fait que parfois, quand on est plus de fous, on rit moins. Alors, le modèle que je vais prendre est celui d'un monde dans lequel il y a deux biens, un bien de consommation ici, un bien collectif ici. Alors là, je vais mettre dans deux villes, alors vous oubliez ce qu'il y a au-dessus, vous regardez ce qu'il y a au-dessous ici. Donc, ça, c'est il y a trois agents dans chacune des villes, enfin dans cette ville-là. Donc, chacun des agents a cette quantité-là de biens de consommation. Et ce qu'ils pourraient faire, c'est, s'ils taxaient à 100% le bien de consommation, ils taxeraient 3 fois leur dotation initiale et ils produiraient 3 fois, en quantité de biens publics, 3 fois la quantité de biens privés qu'ils ont chacun. Donc, ils seraient en ce point-là, c'est-à-dire qu'ils auraient Q égale 3C, puisqu'ils sont 3. Ça correspond à 100% de taxation. Entre les deux, j'ai ce qu'ils peuvent obtenir lorsqu'ils décident d'un taux de taxation qui est compris entre 0 et 1. Taux de taxation égale 0, ils ont tous ça. Taux de taxation égale 1, ils ont tous le bien collectif. Taux de taxation égale 1,5, ils ont tous la moitié de leur bien de consommation et un niveau de bien collectif qui est égal à la moitié du maximum possible. Et donc, on est dans un monde de seconde best, très clairement, parce que la seule manière qu'on a de financer le bien collectif, c'est au travers de cette taxe sur la richesse. Implicitement, je ne connais pas leurs préférences. La seule chose que je connais, c'est la taxe sur la richesse, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, je vais prendre deux villes de 3 agents. La première, donc, elles sont toutes les deux. Ce qui se passe dans les deux villes, c'est le long de cette droite. Mais dans la première ville, qui correspond à ces préférences ici en pointillé, les agents ont tous les mêmes préférences. C'est bien. C'est une ville homogène. Et ils n'aiment pas beaucoup le bien collectif, donc ils sont tous d'accord. Il y a un choix unanime. Voté à l'unanimité dans l'euphorie de choisir ce niveau de bien collectif assez faible et donc d'avoir ce taux de taxation relativement faible. Alors je vais prendre une autre ville qui est la même, il y a toujours 3 agents, ou 3 millions, ou 300 000, etc. Et au niveau du bien collectif, par contre, eux, ils aiment beaucoup le bien collectif. Ça, c'est leur fonction. Ils ont tous les mêmes goûts aussi, et ils choisissent comme niveau de bien collectif ce niveau-là. Et donc, là, ils taxent à 90%. Ils ont un niveau de bien collectif tout à fait considérable et assez peu de biens privés. Et ils sont tous d'accord pour dire que c'est la meilleure solution. Donc ça, c'est les solutions Alors, en fait, ici, ce sont des solutions de first best au niveau des villes. Ils ne peuvent pas faire mieux compte tenu du coût du bien collectif, etc. Mais c'est certainement des solutions de first best. Et c'est des solutions qui font l'unanimité dans chacun des domaines. Question... Est-ce qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble dans une... Alors, c'est un vrai bien collectif. C'est un bien collectif tel que chacun en a sa part et tout entier. C'est-à-dire que si vous êtes 2 fois plus nombreux, vous allez payer 2 fois moins cher pour l'avoir, et vous en aurez la même quantité. Enfin, disons, si vous dépensez la même quantité. Est-ce qu'ils ont intérêt à se mettre tous ensemble? En principe, oui, puisque ça divise par 2 le coût par tête du bien collectif. Mais malheureusement, vous voyez bien que dans mon dessin ici, ce n'est pas le cas. Parce que s'ils se mettent tous ensemble, ce qu'ils peuvent faire en prenant les taux de taxes compris entre 0 et 1, c'est sur la ligne qui est ici. Ici, ils ont effectivement 2 fois plus de biens collectifs, mais ici, donc c'est toujours supérieur, ils ont toujours des arrangements supérieurs. Mais il n'y a aucun point sur cette ligne
qui est meilleur pour chacune des villes. Il n'y a pas de chose qui est pareil, il n'y a pas d'arrangement, de fusion des villes qui est Pareto améliorant. Alors ça c'est du second best. En first best, c'est pas vrai. En first best, je peux toujours, lorsque je fais des villes, on va choisir un niveau de bien collectif, par exemple celui de l'équilibre de Lindahl, je décris ce que c'est par exemple. Bien, il est les gens n'ont pas d'objection, hein. Il est dans le cœur, ils veulent rester dans la grande ville, etc. Par ailleurs, dans first best, ces problèmes, je peux les résoudre par des transferts forfaitaires. Ceux qui y gagnent peuvent compenser ceux qui y perdent. Ici, je n'ai pas de transfert forfaitaire. Donc je suis dans un monde de second best. Ce qui se passe ici, c'est du second best. En first best, ça ne peut pas se passer. En first best, la grande ville est optimale. Et ceci est un petit peu ennuyeux, mais sous contrôle. Donc, c'est le point. Et donc je peux vous donner. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, il y a des cas dans lesquels la bonne solution, c'est qu'ils restent séparés. C'est-à-dire quand ils sont relativement en désaccord, il n'y a pas de solution pour les rendre en désaccord. Il n'y a pas de fédération mutuellement avantageuse, en un sens fort. Et puis il y a des cas dans lesquels ils peuvent quand même se mettre d'accord. Alors, donc pour décrire ça, pour vous donner juste une toute petite idée de la logique générale qu'il y a là-dedans, je dirais que il faut introduire l'idée que la première idée, c'est d'introduire le fait qu'ils ont intérêt non ambigu à fusionner. Et ça, je vais le définir comme le fait que je vais dire la grande coalition, c'est-à-dire la coalition comme sortait des deux villes, je me mets un problème quelconque qui a cette allure-là, est universellement efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, étant donné deux sous-coalitions disjointes, qui font des arrangements entre elles, il y a toujours un moyen de s'arranger en fusionnant pour que, pour toute situation de séparation, il existe un accord collectif de fusion meilleur pour tous. Ça, c'est une condition... c'est quelque chose qui exprime l'idée qu'il est mieux d'être beaucoup, que plus on est de fous, plus on rit. C'est une version minimale de ça. Ça peut ne pas suffire. Le fait que ceci soit vrai n'implique pas a priori qu'il y aura quelque chose que dans le cœur, c'est-à-dire qu'il ne soit pas soumis à une objection d'une coalition. Mais enfin, ça, c'est au moins quelque chose qui exprime l'idée que la fusion est bonne, en un sens assez fort. Alors en fait, ce que j'avais montré dans un papier avec Claude Audoux il y a assez longtemps, c'est que il y a une condition nécessaire et suffisante pour que ceci soit vrai, qui est assez simple et assez facile d'intuiter. Donc l'idée, c'est qu'il faut que les gens ne soient pas trop en désaccord. Eh bien, il y a une condition précise et la suivante. Vous coupez la grande ville en deux villes, et dans chacune des villes, vous nommez un dictateur. Le dictateur choisit ce qui est le mieux pour lui dans chacune des villes. Et maintenant, vous mettez les deux dictateurs ensemble, et vous leur demandez s'ils sont d'accord pour fusionner. S'ils disent oui, vous êtes content. Et s'ils disent non, vous le notez. Alors, premièrement, si ma condition de coalition universelle est vérifiée, ceci est vérifié. Puisque une des configurations que je mets dans la balance, c'est celui où monsieur un tel est dictateur et celui où monsieur un tel est dictateur. Donc, ça, c'est une condition nécessaire de coalition universelle. Alors, en fait, c'est une condition suffisante. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un nombre suffisant d'arrangements bilatéraux. C'est-à-dire pour voir s'il y a un arrangement, si la grande coalition est universellement efficace, bien, je fais une série d'opérations. Je prends tous les couples possibles. Je ne sais pas, ça pourrait être pour l'Union européenne. On les met dictateurs et on demande s'ils s'arrangent sur quelque chose qui est mutuellement avantageux pour eux. Pour eux deux. Et si tous les couples pris un à un, alors évidemment, la négociation va être complètement différente selon les couples que vous prenez. Mais si la réponse est oui dans tous les cas, alors la grande coalition est universellement efficace. C'est-à-dire que suffisamment de degrés d'accord au niveau bilatéral implique un degré d'accord au niveau général. Et ce qui est plus fort dans ce modèle, alors, c'est qu'à ce moment-là, le cœur est non vide. C'est-à-dire qu'il y a un arrangement dans la grande coalition qui est tel que aucune coalition ne peut le bloquer. C'est une autre proposition. C'est moins facile à démontrer, mais c'est vrai également. Donc,
Alors là, on est complètement sorti de la culture du first best. La culture du first best, les arrangements de fusion vont de soi. La culture du second best, il y a l'asymétrie d'information rend ces arrangements plus difficiles, puisqu'on ne peut pas fonder l'accord des perdants sur le fait qu'ils vont être compensés, puisqu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont perdants. Il n'y a rien dans la négociation qui permet de prouver. Donc c'est ça qu'on essaie de voir ici. Donc dans un monde de second best, il y a des arguments pour des organisations éclatées où coexistent des gens qui ont des visions différentes sur ce que devrait être le bon arrangement si on fusionnait. Voilà. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon un peu long, hein. On a touché à pas mal de problèmes. Donc la fois prochaine, je parlerai essentiellement de la taxation des bas revenus, et je parlerai aussi un petit peu des problèmes des gains à l'échange dans le commerce international, enfin dans la logique qui a été, en poursuivant à partir des idées qui ont été présentées ici. Et donc pour aujourd'hui, où ça a été particulièrement studieux, je vous remercie. Je crois que je vais m'arrêter là et vous remercier. Au revoir.